Lundi soir, une fois les abords de la Maison-Blanche sécurisés par les forces de l'ordre, Donald Trump se met lui-même en scène, le temps d'un trajet, entre la Maison-Blanche et l'église épiscopale Saint-John, à quelques mètres de là. Une sortie pour redorer son image, même s'il n'a pu éviter les graffitis laissés par les manifestants. Arrivé à l'église, il brandit la Bible, la loi de Dieu, symbole de la justice et de l'ordre. Notre pays est grand, c'est ce que je pense. C'est le plus grand pays du monde. Nous allons le rendre encore plus grand et cela ne prendra pas longtemps. Un geste dénoncé par l'évêque du diocèse de Washington en personne. C'était une mascarade qui était destinée à renforcer un message qui ne fait rien pour calmer et rassurer la nation sur le fait que nous pouvons surmonter ce moment, ce dont nous avons pourtant besoin de la part d'un président. Le quatrième pouvoir, manipulation du message, les attaques de la police contre la presse libre et le cloisonnement de l'humanité. Ce soir, avant que le président Trump ne se rende à l'église Saint-Jean pour sa tristement célèbre séance photo, le procureur général américain Bill Barr a tranquillement demandé aux 56 départements régionaux des Joint Terrorism Task Force du FBI d'identifier les organisateurs et les instigateurs criminels dans les manifestations à l'échelle nationale provoquées par le meurtre de George Floyd. Barr lui-même a ordonné la dispersion des manifestants à l'extérieur de la Maison-Blanche lundi pour ouvrir la voie à la sortie du président vers le lieu de culte voisin. Comme prévu, le coup a attiré toute l'attention des médias et a laissé peu de couverture, le cas échéant, sur l'empiètement continu du gouvernement fédéral dans ce qui reste des libertés américaines. Comme on pouvait s'y attendre, la simple utilisation d'une Bible comme accessoire a suffi à soulever la base et l'opposition ensemble, détournant l'attention des questions importantes et engloutissant le discours public autour d'un événement complètement dénué de sens. Des commentaires formulés par l'évêque de l'église dénonçant la visite inopinée de Trump comme une mascarade aux responsables du Pentagone accompagnant le président affirmant qu'il ne savait pas où il se dirigeait, cela a été le modus operandi de la présidence Trump depuis le début. Mais alors que l'administration entame la dernière étape de son premier et peut-être dernier mandat, les signes d'un contrôle plus discret sur la presse commencent à se manifester. Depuis son investiture, Trump n'a pas arrêté de parler de fake news et de qualifier les médias d'information d'ennemis. Cette livraison gratuite et prolifique d'invectives de la part de Trump contre les grands médias d'information cache la subtilité des tactiques en jeu. Après tout, l'émergence d'Internet a mis à nu les limites du quatrième pouvoir, qui se retrouvait exposé par une nouvelle génération de blogueurs et de journalistes indépendants dotés d'un accès sans entrave à l'information. L'histoire de Trump est vraie pour de nombreux Américains qui ont adhéré au récit qu'il colportait. Et petite parenthèse, pas que aux Américains, en France aussi, la Trumpisation des esprits est largement en cours. Mais, au fur et à mesure que les événements se déroulent, il devient de plus en plus clair que l'effort pur et simple visant à réduire les protections du premier amendement n'est pas exclusivement destiné aux journalistes professionnels, mais à la population en général, qui en raison de la présence d'un appareil d'enregistrement vidéo doté de capacités de publication instantanée dans leur poche, sont également des journalistes de fait. Une exigence relativement nouvelle pour les demandes de visa oblige désormais les personnes souhaitant entrer dans le pays à fournir leurs identifiants de médias sociaux. La mesure dite d'enregistrement sur les réseaux sociaux est contestée devant les tribunaux dans de nombreux secteurs différents, notamment les géants des réseaux sociaux, Twitter et Reddit par exemple, des organisations confessionnelles et des cinéastes. Les implications plus larges d'un tel changement apparemment anodin à une simple demande de visa sont d'une grande portée, car le département d'État peut conserver les informations collectées indéfiniment, les partager largement avec les agences fédérales et les divulguer, dans certaines circonstances, aux gouvernements étrangers. Selon un communiqué de presse du Knight First Amendment Institute, le danger que fait peser sur l'établissement une population hyper informée est combattue sur de nombreux fronts, car il constitue une réelle menace pour ce pouvoir, au point
qu'ils sont prêts à sacrifier leurs propres alliés des médias traditionnels, pour la plupart fidèles, pour ramener la couverture à eux. Le gouvernement australien ouvre une enquête sur l'agression de 2 journalistes australiens couvrant les manifestations de brutalité antipolicière à Washington DC. Coups de poing et coups de feu avec des balles en caoutchouc, le caméraman Tim Myers et le journaliste Amelia Bray ont été pris dans l'un des nombreux actes brutaux de la police anti-émeute. Des journalistes ont été arrêtés à huis clos et agressés par la police à plusieurs reprises dans tout le pays. Le décompte à ce jour, compilé par US Press Freedom Tracker, compte jusqu'à 12 arrestations, 38 attaques contre les membres de la presse et plus de 190 allégations d'abus de la part de policiers. Une attaque particulièrement flagrante a laissé la journaliste Linda Tirado aveugle d'un œil grâce à une balle en caoutchouc qui lui a été directement tirée par la police. Petite parenthèse, vous noterez que cette histoire d'éborgner aux États-Unis par des violences policières, à coup de flashball, n'a absolument pas été relayée par la presse française. Vous comprenez bien, on nous dit que la presse française est anti-trumpienne. Non. La presse française raconte un récit. Et parler des éborgnés aux États-Unis, ça rentre pas dans leur récit. Car le récit qu'on essaie de nous vendre en ce moment, depuis quelque temps maintenant, c'est le récit du choc de civilisation. Et c'est pourquoi aussi vous ne verrez pas Monsieur Zemmour, Monsieur Humphrey, tous ces promoteurs du choc de civilisation, vous parler des éborgnés américains et faire la relation avec nos gilets jaunes. Ça serait pas super bien vu. D'accord ? Il faut caser les gens dans leur case. Parce que le relais de ces storytelling en France, c'est bien Zemmour, Berkoff, Humphrey, qui insinueusement nous radicalisent l'air de rien, sous couvert de lutte contre un état profond, qu'ils ont du mal à définir d'ailleurs. Regardez. Quant à l'état profond, je vous rappelle qu'il y a quelqu'un, votre copain probablement, qui s'appelle Emmanuel Macron, qui nous a dit qu'il changerait tellement les choses, qu'il aimerait tellement changer les choses que Attendez, je vous dis juste que quelque chose s'opposait à ces changements, et c'était l'état profond. Je veux bien, quand c'est Steve Bannon, c'est un concept d'extrême droite, quand c'est Emmanuel Macron, c'est un concept acceptable. Quand c'est moi qui l'utilise, j'essaie de savoir ce que c'est. C'est le prochain numéro, l'état profond. Et effectivement qu'il existe l'état profond, qu'est-ce que vous imaginez ? C'est exactement. C'est tout un ensemble de gens qui tirent exactement dans le même sens pour faire de telle sorte que les techniciens, les technocrates aient le pouvoir, mais pas le peuple. C'est le vieux projet de Saint-Simon. C'est le vieux projet de l'industrialisation du 19e siècle. Si seulement on pouvait faire l'économie du peuple. Quand le peuple en 2005 s'exprime, on lui coupe la tête en 2008. C'est ça, l'état profond qui nous dit, on va s'arranger avec l'Assemblée nationale, avec le Sénat. C'est pas quelque chose de caché, si vous voulez me faire dire qu'il y a un pouvoir occulte avec des juifs qui manipulent tout ça. Ce serait tellement bien. Ce serait tellement bien si je disais une chose pareille. Je veux savoir exactement ce qu'on entend, ce que vous entendez. L'état profond, c'est le pouvoir des médias, par exemple. C'est cette idée que... Pardon. Une anarchie, une élite qui se reproduit en France, une technocratie. C'est simple, ils ne peuvent pas le définir car ils en font partie. Une attaque similaire a laissé un observateur juridique, Danny Garza, les yeux noirs lors d'une manifestation à Sacramento, en Californie. Garza, qui a également souffert d'une commotion cérébrale, est membre de la National Lawyers Guild et était à la manifestation en qualité d'observateur juridique. Il a néanmoins été ciblé spécifiquement, tout comme les médecins qui sont venus à son aide. Des scènes comme celle-ci ont été répétées dans de nombreux endroits au pays au cours des derniers jours. Dans un incident particulièrement obsédant qui a fait le tour des médias sociaux, une équipe de policiers anti-émeutes a dévalé une rue résidentielle calme de Minneapolis où aucune manifestation de quelque sorte n'avait lieu, tirant avec leurs pistolets de paintball sur les résidents qui étaient sous leur Porsche. Keep coming. Oh, go inside! Get inside! Get inside! Get inside! Get in your house now! Let's go! Light him up! Go inside now! Get in the house! Get in! Get in! Oh, God, that hurt. You good? Are you okay? Right on the fucking crotch. Are you okay? You got hit? I'm good. They're fucked for that, dude. What? Okay.
Tous ces événements honteux soulèvent la question: pourquoi cela se produit-il dans un pays qui considère la liberté d'expression comme l'un de ses principes directeurs? Une partie de la réponse a été évoquée ci-dessus. Le contrôle traditionnel de l'État sur le récit public, généralement analysé par ses partenaires du quatrième pouvoir, est gravement menacé. Mais il existe des moyens plus efficaces et moins visibles de répondre à ces préoccupations. Les exemples manifestes et flagrants de brutalité policière exposés lors des manifestations, même organisées contre lui, pourraient avoir un objectif tout à fait différent. Un autre plus étroitement lié au déploiement d'une nouvelle forme de police, qui repose sur des algorithmes plutôt que sur des clubs de billard malfamés. La violation de la 3e zone de police de Minneapolis, le 3e jour des manifestations de George Floyd dans cette ville, était un acte sans précédent dans l'histoire américaine moderne. Même pendant les tensions sociales turbulentes et explosives des années 60, une telle chose n'a jamais eu lieu, et ce n'est pas au-delà du domaine de la possibilité qu'elle a pu se produire. Le bâtiment a été abandonné par la police peu après avoir apparemment manqué de munitions non létales. Des rapports faisant état d'autres comportements douteux de la police, tels que la destruction de l'approvisionnement en eau des manifestants et la plantation apparente de briques dans les ruelles, ont proliféré au cours de la dernière semaine de troubles civils, peignant les forces de l'ordre sous le pire éclairage possible dans les circonstances. La perception d'une force de police incontrôlée n'est pas rare dans les communautés minoritaires qui ont historiquement dû supporter le poids de leurs excès. Mais elle est beaucoup moins familière aux banlieues plus aisées qui n'ont pas la même relation avec l'application de la loi. La couverture nationale de ces comportements pas si nouveaux, couplée au récit poussé par Susan Rice et d'autres d'acteurs étrangers ou d'agitateurs extérieurs, plaide tacitement en faveur du remplacement d'une police faillible et raciste par une police plus propre, plus des mécanismes de contrôle précis développés par des entités comme Google, Apple et Microsoft. Un modèle de contrôle social autocensuré basé sur la technologie est le rêve ultime de ceux qui souhaitent régner sur nous, mais ne vivent pas parmi nous. Présenter la facette de la police que la plupart des blancs ne voient jamais par eux-mêmes à la télévision en direct est un bon moyen de justifier leur remplacement par un code informatique froid et intraitable. De tels affichages désordonnés d'interactions humaines peuvent être complètement évités dans un monde où votre statut est déterminé par un appareil de numérisation au lieu d'une autre personne, et l'application de la loi est réduite à une machine analysant des photographies et des vidéos que nous aimons déjà prendre de chacun. L'existence de brutalité policière en Amérique pour les personnes de couleur ne peut être contestée. C'est une réalité pour eux, comme pour de nombreux autres groupes marginalisés. À la base, c'est un problème d'inhumanité qui nécessite une solution humaine, et non des barrières numériques plus strictes qui exacerbent notre aliénation au nom du profit et d'une paix fausse et difficile. Est-ce que cette forme d'antiracisme obsessionnel n'a pas remplacé en vérité à l'extrême gauche ce que le racisme obsessionnel du 19e et du début 20e siècle était exactement, même si l'objet de détestation était différent? Oui, il y a une espèce d'inversion des valeurs totales qui fait que on a le droit aujourd'hui d'être raciste, d'être homophobe, d'être sexiste, d'être antisémite, pourvu que ce soit à gauche. Si à gauche, on dit effectivement qu'il faut en finir avec l'État d'Israël, si on est antisioniste, on a le droit effectivement d'y aller en disant les Juifs, le capital, les États-Unis, etc. Là, on a le droit, on n'a pas de problème. Si éventuellement un jour on a dit que Juif était Marx était Juif du moins, et c'est ce qui est mon cas, on dit mais regardez cet antisémite. Quand je dis effectivement qu'il est un juif et cosmopolite, et que Proudhon est un bisontin... ça joue sur Soros maintenant, de la même manière. Oui, c'est ça. Ça joue sur Soros maintenant, de la même manière. Oui, c'est ça. Vous auriez pu manifester hier avec les 20 000 personnes pour Adama Traoré? Non, parce que moi je respecte la loi, c'est interdit de manifester, je n'aurais pas manifesté, donc voilà. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas le droit d'aller sur les plages, on n'a pas le droit on en parlait tout à l'heure, mais je veux dire d'aller dans des restaurants, et puis là, on a le droit en revanche de manifester. Je suis légaliste, moi. Parce que parfois la cause dépasse l'interdiction, c'est ce qu'on entendait résonner hier, quoi.
Oui, mais ça veut dire qu'il n'y a plus de loi, il n'y a plus de droit, ça veut dire qu'il n'y a plus d'état de droit, ça veut dire que... Je ne suis pas sûr que, même si la manifestation avait été autorisée, on vous y aurait vu au milieu. Oui, ça en plus, oui, on peut ajouter Pourquoi? ça. Mais là, je réponds... Le socle commun de ce que vous voudriez représenter. Ben c'est tout clairement, tout simplement le souverainisme. C'est-à-dire cette idée que si nous voulons pouvoir faire à nouveau de la politique, il faut que nous puissions recouvrer la possibilité de faire de la politique. Le souverainisme, c'est pas seulement pour les États, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour tout le monde, être souverain. Vous savez, en Normandie, il y avait une belle expression qui était être sire de soi, seigneur de soi-même. Oui. Et je pense, qu'est-ce que l'Europe? Nous ferons aussi un numéro sur l'Europe, avec un S, en disant il y a des Europes, il n'y a pas qu'une Europe et qui serait l'Europe libérale. Quelle Europe pouvons-nous construire? Et là, il vaut mieux effectivement qu'on ait affaire à des gens plus compétents que moi sur ce sujet.